www.résistancecongolaise.fr. Les États-Unis déroulent-ils un tapis rouge pour Poutine en République démocratique du Congo? Stratégie du chaos et percée russe au cœur des enjeux. Quelques jours à peine après la tournée du ministre russe des Affaires étrangères, M. Sergei Lavrov, en Afrique, c'est au tour d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, d'entamer un périple africain qui le mène en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo et au Rwanda en ce début du mois d'août. Alors que le bras de fer entre les Occidentaux et la Russie s'intensifie suite à l'opération spéciale russe en Ukraine, le monde a les yeux rivés sur ce ballet diplomatique qui traduit les efforts des Occidentaux de préserver leur influence en Afrique en tentant surtout d'y contrer la percée russe. Quant aux Congolais, ils commencent enfin à prendre conscience du danger qui guette leur pays et tentent de s'opposer au processus d'occupation et de balkanisation en cours. Il est donc d'autant plus important qu'ils soient pleinement informés de certains points relatifs à ce déplacement. C'est pourquoi les réseaux de M. Honoré Ngwanda, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, avec qui nous continuons à suivre de près l'évolution de la situation politique de la République démocratique du Congo, ont informé la rédaction de La Voix du Patriote des faits suivants. 1. Le secrétaire d'État américain vient s'assurer que Félix Tshisekedi s'engage à protéger les intérêts américains en République démocratique du Congo, notamment en ce qui concerne leur approvisionnement sans tracasserie en minerais stratégiques sur le territoire congolais. La contrepartie que Félix Tshisekedi pourrait en tirer serait la promesse d'obtenir de Washington un soutien pour mettre un terme au régime de Paul Kagame. 2. Par contre, comme nous l'avions déjà révélé il y a quelques mois, Washington s'oppose toujours au projet d'un second mandat de Félix Tshisekedi, contrairement à ce qu'espère ce dernier ainsi que son entourage. Anthony Blinken vient donc de lui rappeler de vive voix, tout en lui demandant de soutenir plutôt la candidature à la présidence de la République démocratique du Congo de Denis Mukwege que Washington soutient. D'après nos sources, les États-Unis comptent promettre à Félix Tshisekedi qu'une fois Denis Mukwege installé sur le fauteuil présidentiel, il veillerait à obtenir de ce dernier que les intérêts de Tshilombo et son entourage ne soient pas menacés. Cet objectif est bien évidemment assorti des exigences de Washington pour que les élections en République démocratique du Congo soient organisées dans les délais, c'est-à-dire en 2023, sans glissement et avec le plus de transparence possible. 3. En cas d'accord avec Félix Tshisekedi sur ces différents points, les États-Unis comptent lui promettre de lever l'embargo sur les armes qui entrave la stratégie militaire de défense de la République démocratique du Congo. Cette promesse a également pour but d'obtenir de Kinshasa de stopper ses démarches en cours visant à s'approvisionner en armes auprès de la Russie et de la Chine et de garder les États-Unis comme partenaires privilégiés dans ce domaine. Au vu de tout ceci, ceux des Congolais qui attendent un apport décisif en faveur de notre pays de la part des États-Unis risquent à nouveau d'être déçus. Sous-titre: Le contrôle de la République démocratique du Congo par la Russie s'exerce déjà progressivement au travers de Joseph Kabila. Les États-Unis n'ont pas renoncé au plan d'occupation et de balkanisation de la République démocratique du Congo. Les minerais stratégiques de la République démocratique du Congo à tout prix. Dans le document intitulé « La guerre du coltan », diffusé en avril 2019, M. Honoré Ngwanda avait alerté les Congolais en ces termes. Les États-Unis sont donc condamnés à garantir au niveau national non seulement des réserves suffisantes de coltan, mais aussi une source de ravitaillement sûre à long terme. Et pour cela, les États-Unis d'Amérique sont déterminés à mener la guerre non seulement à ses ennemis traditionnels de l'Est, dont principalement la Russie et la Chine, mais aussi à ses propres alliés au sein de l'OTAN, dont notamment la France et l'Allemagne. Souvenons-nous-en, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et si les États-Unis d'Amérique en arrivent à sacrifier ces alliés de l'OTAN pour leurs intérêts vitaux, qu'en sera-t-il des intérêts du peuple congolais? J'en laisse la réponse à l'élite congolaise. Cette petite illustration au sujet des États-Unis concerne tous les prédateurs, car cette manne congolaise n'intéresse pas que les États-Unis seulement, elle attire aussi ses adversaires traditionnels, parmi lesquels la Chine et la Russie de Vladimir Poutine, qui vient de sortir d'une longue traversée du désert à la suite de l'implosion de l'URSS et du pacte de Varsovie. Fin de citation.
C'est dans cette optique qu'il faut comprendre les objectifs poursuivis par les États-Unis à l'est de la RDC, notamment via des pays proxy. La sécurité des Congolais, l'instauration de la démocratie, la justice, etc. ne font pas partie de leurs priorités. Ce qui leur importe avant tout, c'est de s'assurer un accès sans faille aux minéraux stratégiques dont regorge la République démocratique du Congo. Sous-titre: des paradoxes qui entretiennent le chaos et servent l'agenda caché de la balkanisation de la RDC. Félix Tshisekedi, collabo otage du Rwanda. C'est ainsi que l'on peut noter, ça et là, certaines incohérences concernant leur action en RDC par rapport aux intérêts du peuple congolais. En effet, notre pays étant occupé, la priorité pour nos populations n'est-elle pas d'abord que leur sécurité soit assurée sur toute l'étendue du territoire congolais? Puisque, bien entendu, les cadavres ne voteront pas. Ceux qu'on attend aux urnes doivent d'abord être vivants. Mais comment peut-on continuer à demander aux Congolais d'aller aux urnes alors qu'ils ont perdu le contrôle de leurs institutions? Tenez, le Parlement congolais est essentiellement composé de l'Union sacrée, contrôlée par le Rwandais Joseph Kabila, l'UNC, contrôlée par un autre sujet rwandais ou burundais Vital Kamerhe, le mouvement Ensemble du Zambien grec italien Moïse Katumbi, et lui aussi contrôlé par Kigali, etc. Certains de nos prétendus députés se sont même plaints et ont dénoncé en plein hémicycle la présence de sujets rwandais et autres dans leur rang. Par ailleurs, tout le monde sait aujourd'hui que l'accession à la présidence de la République démocratique du Congo par Félix Tshisekedi a été le fruit d'un deal entre lui et les Rwandais, Joseph Kabila et Paul Kagame. Cette réalité est chaque jour confirmée par les nombreuses dispositions qu'il adopte en République démocratique du Congo, systématiquement en faveur du Rwanda. Même au sein de notre armée, Félix Tshisekedi n'est pas en mesure de se séparer des nombreux militaires rwandais qui y ont été déversés par son prédécesseur. Cela fait partie des lignes rouges que Kigali et Kingakati lui ont interdit de franchir. Les mêmes États-Unis, lorsqu'ils ont soutenu l'Europe occupée par les nazis, n'ont pas organisé avec eux des élections pour venir à bout d'Adolf Hitler et ses alliés. Pourquoi alors les Congolais devraient-ils accepter de continuer à appliquer une recette vouée à l'échec? Les Occidentaux ne l'ont jamais appliquée chez eux lorsqu'ils ont vécu des situations similaires. Aucun pays au monde n'a jamais été libéré par des élections. Pourquoi les Congolais devraient-ils continuer à se fourvoyer dans cette même voie sans issue qui a déjà montré ses limites à 3 reprises lors des scrutins électoraux précédents en 2006, en 2011 et en 2018? Tout ceci montre bien que ce qui est présenté comme solution par les États-Unis et leurs alliés ne le sont pas pour les Congolais. Ces choix ne sont dictés que par des agendas que l'on cache soigneusement aux Congolais. L'autre paradoxe de cette exigence américaine visant à organiser coûte que coûte des élections dans un contexte aussi inapproprié, c'est la série de faits récents qui donnent pourtant raison aux résistants congolais et en particulier ceux qui, comme nous, avons travaillé pendant des années aux côtés de M. Honoré Ngwanda sur ce sujet. En effet, la crise liée au problème de la milice rwandaise du M23 a mis clairement en exergue le fait que la République démocratique du Congo est non seulement sous occupation rwandaise, mais aussi que l'activité militaire de celle-ci est de nature terroriste. Tenez. 1. Le gouvernement congolais a, enfin, officiellement reconnu et considéré que le M23, auteur des massacres récurrents contre les populations congolaises à l'est du pays, notamment, est un mouvement terroriste soutenu par le Rwanda. Ce constat a été fait preuve à l'appui avec l'arrestation de militaires rwandais infiltrés, la saisie de matériel militaire de l'armée rwandaise abandonné par ces mêmes milices fabriquées par Kagame, etc. Le M23 a lui-même confirmé, de façon évidente, son action terroriste en continuant non seulement à s'en prendre aux populations congolaises, mais également à la MONUSCO. La MONUSCO, quant à elle, a fait ouvertement son aveu d'impuissance face à une milice M23 qui se bat, d'après elle, comme une armée conventionnelle et non comme une milice. Elle a également été soutenue dans cette lecture par les rapports récents de l'ONU qui confirment que le Rwanda soutient bien le M23. La Commission des Affaires étrangères du Sénat américain, présidée par M. Menendez, a confirmé, elle aussi, l'action du Rwanda contre la République démocratique du Congo via différentes milices. Elle reconnaît même que cette déstabilisation de notre pays a causé des millions de morts.
Le Rwanda, qui se débat désormais comme un diable dans un bénitier, est pratiquement le seul à tenter de contester ces faits. Mais le mensonge est devenu tellement gros que Kagame et les siens sont de plus en plus inaudibles. Mais malgré tous ces faits accablants, la communauté internationale continue à appeler les Congolais à dialoguer, développer des relations commerciales, entretenir des relations de bonne entente avec le régime terroriste de Kigali. Comme si les millions de morts congolais, les femmes violées, les pillages de nos ressources ne signifiaient rien uniquement parce que ceux qui en sont les victimes sont des Congolais. Ce qui est inadmissible ailleurs dans le monde doit donc être accepté en République démocratique du Congo. Peu importe l'immense tragédie humanitaire vécue par notre peuple, les Congolais en sont réduits à devoir quémander au monde entier que justice leur soit rendue. Cela n'est possible que parce que la République démocratique du Congo est dirigée par un régime d'occupation depuis la chute de Mobutu. La mission des gouvernements qui se sont succédés en République démocratique du Congo ces dernières années n'est pas de nous rendre justice, bien au contraire. Les faits parlent d'eux-mêmes. Par ailleurs, le soutien affiché par M. Anthony Blinken pour la force régionale de l'EAC doit réveiller plus que jamais la vigilance des Congolais. En effet, cette force n'est qu'un prolongement des forces d'occupation rwando-ougandaises et constitue les renforts obtenus par Paul Kagame pour consolider l'occupation et finaliser la balkanisation de la partie est de la République démocratique du Congo. Car au vu de tous les éléments précédents, du réveil des Congolais et de la phase à laquelle est arrivé le chaos institué et entretenu par ceux qui cherchent à faire main basse sur la RDC, la force régionale de l'EAC ne pourra qu'être plus brutale et plus nocive que la MONUSCO. À ce sujet, pour la RC Résistance congolaise et le CNRC Conseil national de la résistance congolaise, la RDC n'a pas besoin de nouvelles troupes d'occupation sur son territoire. Il faudrait plutôt doter notre armée de plus de moyens et en extraire préalablement tous les agents de Paul Kagame. Cependant, les membres des gouvernements d'occupation que la communauté internationale ne cesse d'imposer aux Congolais avec l'aide des politiciens collabos congolais, opposants y compris, qui ont choisi de trahir la RDC, n'atteindront jamais de tels objectifs. La RDC est plus en danger que jamais et seul un soulèvement populaire pourra empêcher que ce qui reste de notre pays ne soit détruit. Sous-titre : 2 poids 2 mesures en matière de terrorisme et de justice. Quand la communauté internationale veut, elle peut, sauf en République démocratique du Congo. Le lundi 1er août, le président américain, M. Joe Biden, annonçait le succès d'une frappe aérienne américaine qui a provoqué la mort d'Ayman al-Zawahiri, ancien bras droit d'Al-Qaïda. Cet événement, qui s'inscrit dans la stratégie américaine de lutte contre le terrorisme, s'avère particulièrement intéressant pour les Congolais. Maintenant que de nombreuses voix se lèvent pour reconnaître le caractère terroriste de la milice M23 fabriquée par le Rwanda, dont l'un des financiers est également celui qui se fait appeler Joseph Kabila, les Congolais seraient curieux de savoir ce que les pays membres de la communauté internationale, et surtout les États-Unis d'Amérique, en l'occurrence, pourraient prendre comme sanction à l'encontre de ces criminels. Car lorsqu'ils en ont eu réellement la volonté, la communauté internationale et les États-Unis en particulier ont mis tout en œuvre pour en finir avec ceux qu'ils considéraient comme des terroristes, des forces du mal, etc. Plusieurs cas illustrent ces faits. Je cite. En mars 2009, la volonté de la communauté internationale s'est traduite par le lancement par la CPI d'un mandat d'arrêt international contre le président soudanais Omar Béchir, accusé de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Pour émettre ce mandat, tout chef de l'État qu'il était, il ne lui a pas été reconnu d'immunité diplomatique. Pourquoi ne peut-il pas en être ainsi avec la République démocratique du Congo ou les dirigeants rwandais? Pourquoi, en effet? Ensuite, répondant à l'appel des Nations Unies qui demandait que soit empêchée la livraison d'armes et de matériel connexe, l'OTAN a décidé le 22 mars 2011 de lancer une opération visant à faire respecter l'embargo sur les armes décidé à l'encontre de la Libye. Muammar Kadhafi a ensuite été neutralisé sous les caméras du monde entier.